Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvézier, nous dirigeons HLX ou Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, humanlx.com. J'arrive à peut-être mieux lire les émotions d'un animal que n'importe qui d'autre. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, mais effectivement, je pense que c'est mon point fort, ça. C'est d'arriver à le comprendre et du coup adapter ma méthode en fonction de l'émotion qui me ressort à un moment T. Et que du coup, je peux arriver à traduire aux humains. J'ai découvert le métier d'éducateur canin il y a moins d'1 an grâce à Oriane Ancel. J'avais choisi Oriane pour éduquer notre chien Nebula, un molosse à forte personnalité, disons, mais dès la première séance, Oriane m'a convaincu que sa mission était de m'éduquer moi dans la relation avec mon chien. Et franchement, les résultats sont incroyables. À l'occasion d'une séance, j'ai remarqué sur le bureau d'Oriane une page de journal mise en évidence, sur laquelle Oriane apparaît sur différentes photos en compagnie d'animaux sauvages. Un guépard, des tigres, un crocodile, et j'étais curieuse d'entendre son histoire. Cette histoire, elle est juste incroyable, et je suis très heureuse de la partager avec vous. Elle commence par l'image d'une petite fille qui imitait les tourterelles le soir à sa fenêtre, puis vous mène de la jungle malaisienne à la forêt impériale, près de Chartres, en passant par le désert de Namibie. Vous entendrez Oriane parler d'empathie, d'humilité, de courage, de la capacité à écouter ses émotions, et en particulier la peur. Bonne écoute et bon voyage. Bonjour Oriane. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton... Comment t'appelles ça, ton bureau ? Oui, dans mon bureau. Dans ton bureau. Okay. Question très simple pour démarrer. Quel est ton métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis éducateur canin. Donc je m'occupe des chiens, je dresse. J'aime pas trop le mot dressage, mais j'éduque les maîtres et les chiens à trouver un vocabulaire commun. Tu as ton entreprise à toi, ouais, près de Chartres. Ouais, je me suis installée à Chartres en 2013, d'abord en auto-entrepreneur jusqu'en 2016 et j'ai monté mon entreprise en 2016. Et avant, j'étais déjà éducateur canin depuis 2011 en Ardèche. Et avant ça, alors mon regard se pose sur cet article que j'avais en tête depuis longtemps, où en fait on raconte une histoire incroyable de cette Oriane qui a vécu parmi des animaux sauvages. Il faut que tu nous racontes ça, parce que je veux savoir ce qu'il y a derrière ces photos. T'as du temps ? Ouais, vas-y, on a tout le temps que tu veux. Ok. Alors, Oriane, elle vient déjà d'une famille très nature. D'accord, très nature. Donc que ce soit le grand-père ou le père, on a toujours été très nature et avec effectivement des histoires un peu originales du grand-père qui avait sa hyène dans son jardin. Ah oui, d'accord. Ou une ruche sur le balcon à Paris, en plein rue de Sèvres. Voilà, et puis il y avait un boa aussi qui traînait par là. Si. Et on a toujours été élevés très dans la nature, que ce soit animal ou végétal, puisque mon père est expert bois. Donc ça m'a jamais quitté. Mais bon, adolescente, j'y pensais pas plus que ça, comme n'importe qui. Et au final, j'ai atterri dans une école à Annecy, au milieu des vaches. C'était intéressant. Et là, effectivement, on avait le choix de faire absolument tout ce qu'on avait envie de faire dans nos stages. Donc j'ai commencé comme ça. La première année, je suis partie guide en forêt tropicale humide en Malaisie. Waouh. Ah ouais, c'était sympa, c'était pas très long, mais c'était sympa. Et bon, bref, j'ai continué mon cursus universitaire en 4 ans. Et là, en plein milieu, j'ai passé 1 an, en fait, sous le couvert de cette école-là, qui était liée à l'université de Lyon 3, au sein de la WWF Malaisie. Donc au siège, où en fait ils ont mis en place une étude du comportement des tigres mangeurs d'hommes. Parce qu'il y avait eu trop d'attaques sur les humains
à un moment donné, une année précise, le sultan a voulu envoyer l'armée pour exterminer les tigres. La WWF a fait pare-feu à ce moment-là et a dit non, avec la communauté internationale derrière, non, on va faire une étude, on va étudier pourquoi ils mangent autant d'humains à cet endroit-là. Et c'est là que, au final, je suis arrivée. C'est là que je suis arrivée en tant que petite stagiaire et effectivement de nouveau en Malaisie parce que je voulais y retourner. Et j'ai eu la chance effectivement pendant 1 an de vivre dans la jungle, à traquer les tigres, poser des caméras détecteurs de mouvement, étudier le territoire à partir de là et essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette problématique qui effectivement était assez importante pour la région. Hein. J'imagine. Il y a quand même quelques morts. Et voilà, et donc ça a commencé comme ça. Et en fait, je faisais pas que les tigres, je suivais pas que les tigres. J'ai étudié tout ce qui était faune et flore, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on pouvait, même les animaux qui avaient été écrasés sur la route. À chaque pas qu'on faisait, il fallait qu'on note effectivement tout ce qu'on voyait de A à Z. Et de ce fait-là, j'ai publié un petit livret qui a servi effectivement à la WWF pour présenter un plan de corridor écologique entre la Thaïlande et le milieu de la Malaisie, le centre de la Malaisie. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et donc c'est quand même un an d'émotion pure. Bah ouais. 1 an où tu te lèves le matin, tu sais pas si tu vas rester en vie. On était trois dans la jungle, mais 3 contre un tigre. On n'était pas armés, on n'avait pas le droit d'être armés, donc avec nos petits couteaux. Et voilà, non, c'est des expériences qui ont été fabuleuses, aussi dangereuses et effrayantes que magnifiques en fait. Et là, effectivement, pendant 1 an, toute ta vie, tu te dis, je peux potentiellement la donner à ce moment-là, mais c'était comme ça. Ça faisait partie du jeu et c'était un jeu qui était extrêmement enrichissant. Ouais, enrichissant. T'avais quel âge là? Et ben, je devais avoir 23 ans. Ah oui. 23 ans, 24 ans, ouais. C'était en 2004. Voilà, donc bref, je suis revenue, j'ai fini mes études, j'ai fini un diplôme universitaire en 4 ans en ingénierie de l'espace rural. Voilà. Après, je me suis dit, je veux retourner à l'étranger. Donc, pour être vendable à l'étranger, il faut que je fasse un master. Donc, j'ai repris un master en gestion de la biodiversité. Après, ça a été plutôt des rencontres. En fait, j'ai rencontré parce que j'ai travaillé sur les tigres, j'ai rencontré un jeune homme qui, lui, avait un centre de réhabilitation des guépards. Donc il m'a invité là-bas, donc j'y suis restée quelques mois, où effectivement j'étais en charge des soins des guépards, léopards, lions. En Malaisie aussi Non, ça c'était en Namibie. D'accord. En Namibie, en Afrique du Sud. Donc en perdu en plein milieu du désert. Et c'était chouette. Donc on avait effectivement des guépards c'était un genre d'orphelinat, on avait des guépards qui n'étaient pas réhabilitables et une autre partie où en fait on recréait des groupes sociaux artificiels où on mettait 5 guépards ensemble qui ne savaient pas chasser et le but c'était de leur réapprendre à chasser pour qu'ils puissent être réintroduits. Et le fait d'être plusieurs, en fait, ils se motivaient à traquer les proies. Et donc ça les aidait effectivement à apprendre à chasser. Avec le Cheetah Conservation Fund. Voilà, mais ça, voilà, j'étais bénévole, hein, j'étais pas en stage ou des choses comme ça. Voilà, donc j'ai créé un lien, je pense assez fabuleux avec les guépards. Ça passait vraiment bien, le courant passait vraiment. Autant les lions, même pas du tout. Ouais, les lions, même pas du tout. Enfin, surtout les femelles d'ailleurs. Autant les guépards et les léopards, il y avait vraiment un feeling qui était très intéressant. Ouais. Bref, du coup, je suis revenue. Elle est particulièrement originale quand même, ta vie. Ouais, elle est un peu étonnante. Après, donc, je suis revenue. J'ai travaillé un petit peu dans la réserve des Gorges de l'Ardèche, où j'ai travaillé un petit peu sur les poissons. J'ai travaillé un petit peu dans un bivouac, voilà, des choses comme ça. Et derrière, j'ai effectivement travaillé pour une association qui s'appelle SOS Crocodile, où j'ai organisé le 2e congrès mondial de protection des crocodiles avec l'UICN et le ministre de l'Environnement du Burkina Faso.
Ça devait être en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Un truc avec les animaux dangereux quand même. Ouais, bah ouais. Tant qu'on y est. Sinon... Tant qu'on y est. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Non, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est la peur qui me fait avancer. Ouais. C'est la peur qui m'a toujours fait avancer, et la peur et la fascination, et le fait de me sentir petite et humble face à tout ça, et faire partie de cette chaîne alimentaire. Parce que on a trop tendance à oublier, nous humains, que en fait on n'est rien. On n'est absolument rien. On est, pardon, excuse-moi, mais on est qu'un bout de viande sur pattes. Ouais. Et il faut pas l'oublier. Et te confronter à ça, ça te remet dans tes baskets d'humain. Et pour moi, c'était essentiel de me sentir partie intégrante de la nature. En fait, de la nature, mais la nature avec un grand N. Ouais. Voilà. Et effectivement, j'ai toujours eu besoin de ça. Alors, du coup, effectivement, pour le coup, pourquoi le chien maintenant? C'était la question qui suivait, effectivement. Ils sont très très méchants, c'est que tu vois Et ce qui m'intéressait dans le chien, c'était effectivement la complexité. Du coup, je suis un petit peu spécialisée dans les troubles du comportement, donc notamment agressivité, peur et tout ça. Ce qui m'intéresse aussi dans le chien, c'est que cet animal, qui pour moi, tout animal est sauvage et a gardé cet instinct sauvage, et le chien a gardé quand même une part d'instinct sauvage, même s'il est domestiqué et que maintenant ils vivent très bien avec nous. On se rend pas compte à quel point il y en a tellement qui sont en mal-être parce qu'ils comprennent pas ce monde d'humain. Et là, pour le coup, c'est à moi, j'ai envie, et c'est à moi de les aider. C'est à moi de faire prendre conscience aux maîtres que c'est pas juste un chien, et que ces émotions sauvages, bien que domestiques, mais sauvages, restent importantes pour eux, pour se sentir bien. Et que souvent on prend pas le temps de les écouter, on prend pas le temps de le comprendre, et on prend pas le temps de faire ressortir ça pour qu'ils soient bien avec nous. Et effectivement, quand j'ai un petit chien ou deux un peu agressif, de temps en temps, ça me fait du bien. Ça me rappelle mes crocodiles. C'est ça. Ça me rappelle les crocodiles. Les tigres. Mais effectivement, il y a la consonante humaine qui est compliquée dans le chien. Je me souviens quand la première fois que je t'ai vu, tu as dit il y a 10 leçons pour éduquer un chien. Il y en a une pour le chien et 9 pour le maître. Et puis je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Ouais. C'est quoi cette et histoire? Alors du coup, pourquoi elle me dit ça à moi? C'est pas moi le problème. Et en fait, je pense qu'effectivement il y en a peut-être une demi pour le chien, et il y en a 9 et demi pour le maître. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais c'est intéressant. Du coup, c'est super intéressant. Parce que on a tellement de préjugés sur les chiens, et de montrer une autre vérité, enfin ma vérité en tout cas, c'est la mienne, c'est ma vérité personnelle, et c'est ce que j'essaie de faire passer quand j'ai un client. C'est toujours super intéressant. Ouais, donc là c'est la complexité en fait qui te stimule là. C'est plus trop la peur, j'imagine. Non, ça ne t'arrive plus d'avoir peur des chiens que tu éduques, j'imagine. De temps en temps, quand j'en ai un qui est un petit peu dur, mais non, effectivement c'est plutôt le sac de nœuds à dénouer là. Je comprends. Qui m'intéresse. Et non, j'aime bien, c'est intéressant. Donc tu éduques toute race de chien, j'imagine. Oui, j'éduque effectivement toute race. D'accord. Un chien reste un chien et un instinct reste un instinct. Après, il y a des spécificités de race, c'est sûr. Mais au final, pour moi, pas tant que ça. C'est d'abord un individu chien face à un individu humain. Donc non, toute race, il y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Tu vois. Et donc c'est des séances individuelles comme des séances collectives, je crois. Oui, il y a des séances individuelles donc qui durent à peu près 1 heure. On fait d'abord un diagnostic qui dure entre 2 et 3 heures. Et puis donc là où effectivement ça me permet de mieux comprendre le maître, ses besoins, ses attentes, et le chien, qui il est, et comment est-ce qu'on va pouvoir coller les deux bouts ensemble. Ça, c'est important pour moi d'avoir ce temps-là pour comprendre qui est en face de moi. Et après, effectivement, c'est des séances d'1 heure, parce que le chien, il peut pas travailler trop longtemps, et ça sert à rien. Parfois le maître non plus. Oui, c'est ça. Des fois, ils en ont marre aussi. Donc, c'est des séances, c'est 1 heure. Et après, ça dépend du nombre de séances en fonction du chien, en fonction du maître, et en fonction de ce qu'il a besoin. Ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui viennent en diagnostic et qui sont vraiment apeurés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un gros problème, et au final, à la fin du diagnostic, on se rend compte qu'il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas besoin qu'on travaille ensemble, il y a juste besoin
de remettre juste sur la bonne tranche, en fait, c'est tout. Et sinon, je fais un peu de médiation animale avec des enfants en difficulté aussi. Je fais de la pension canine. Donc j'ai une autorisation de 9 chiens pour l'instant. J'aimerais passer à plus, mais bon, faut le temps que les travaux se fassent. On les entend, il y en a qui se manifestent. Et voilà, tout ça au sein de ma grande forêt impériale. Ouais, la forêt impériale, j'adore le nom. Je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter le succès de ta vie professionnelle dont tu es la plus fière? Ça peut être quelque chose de très visible. J'ai dompté un tigre. Ouais. J'ai sauvé les tigres de Malaisie. Ou quelque chose de beaucoup moins visible, en tout cas pour les autres, mais qui pour toi est un succès. Quelque chose, je sais pas, à un moment, tu as débloqué une situation avec un maître ou son chien ou autre chose. En fait, j'en ai plein. J'en ai plein, Alors, mais comme ça. Premier qui te vient à l'esprit, celui que tu as envie de me raconter. Je peux que être fière de ce que j'ai fait en Malaisie. Je peux que être fière d'avoir traqué les tigres traqué du point de vue photographique, et de les avoir étudiés. Je peux que être fière. C'était le rêve de ma vie. Enfin, j'ai toujours rêvé d'être Jane Goodall. Donc travailler sur les tigres et faire ça et vivre dans la jungle et lutter pendant un an pour ma survie et la survie des tigres. Je peux que être fière de ça. En fait, ça a vraiment été un tournant. Ça, il y avait plein de choses quand même. Hein. Là, tu me poses une colle. Autre chose dont je suis relativement fière, qui a été très dur pour moi, mais je suis très fière quand même, c'est effectivement, j'étais en Thaïlande au moment du tsunami, et ça a été de partir pendant 4 jours derrière pour faire du bénévolat et trouver ce qu'il y avait encore à trouver. Je pense que je peux être fière d'avoir fait ça, et en même temps, normalement j'en parle pas trop en fait, mais parce que c'est très compliqué à vivre quand même derrière. Ouais. Et puis là où je suis fière, c'est quand un maître me dit sans vous, on aurait abandonné le chien. Wow. Ça m'est même arrivé qu'on me dise sans vous, on aurait divorcé à cause du chien. Wow. Donc ça va. On peut enlever le canin dans l'éducateur. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'en ai assez souvent des cas où vraiment les gens viennent désespérés. Ils viennent désespérés, et en fait, petit à petit, en fait, l'espoir reprend, et ils finissent par. J'en ai encore un en ce moment. Les gens m'ont dit, vous êtes la dernière chance. La dernière chance, là, on n'en peut plus, on va abandonner le chien. Alors qu'on n'est pas comme ça, mais on sait plus quoi faire. Et là, on a quelques séances, là, 4 ou 5 séances, et ils aiment trop leur chien. Ils aiment trop leur chien, et ils se comprennent, commencent à se comprendre vraiment, et à s'apprécier avec leurs qualités et leurs défauts. Hein. Le chien apprécie les défauts du maître, et le maître apprécie les défauts du chien. Et là, c'est chouette. Ça, c'est vraiment une belle gratification. Et c'est aussi ça qui me fait tenir. C'est effectivement quand on me dit ça. Ça me motive encore plus à continuer là-dedans. Ouais. Alors, si on prend ce dernier exemple-là, qui est plusieurs exemples, si je comprends bien, comment tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Qu'est-ce que tu vas chercher chez toi pour que ça marche? L'empathie. Premièrement, la première discussion sur le maître, d'accord, mais aussi l'empathie sur le chien. Ça veut pas dire que je vais lui laisser tout faire, et pauvre petit chien et tout ça, mais je pense que ce que j'ai fait dans la jungle m'a appris à lire l'animal. J'ai appris à lire l'animal plus que quelqu'un d'autre, plus que la théorie, que des gens qui sortent d'un CAP éducateur canin ou bac pro ou je sais pas quoi d'autre. Je pense que l'émotion, j'arrive à peut-être mieux lire les émotions d'un animal que n'importe qui d'autre. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais effectivement, je pense que c'est mon point fort, ça. C'est d'arriver à le comprendre et du coup à adapter ma méthode en fonction de l'émotion qui me ressort à un moment T. Et que du coup, je peux arriver à traduire aux humains et aux maîtres qui sont en face en leur disant, regardez là, il est comme ça. Est-ce que réellement on peut
utiliser cette méthode ou cette méthode. Là, votre chien, il nous dit ça. Il faut l'accepter et essayer de l'emmener vers mieux. Il faut l'emmener vers plus de paisibilité. Il faut l'emmener vers le fait qu'il faut à nous de lui prouver qu'on est intéressant à comprendre. Et ça, c'est compliqué. Ça aussi, je pense que c'est l'empathie. C'est l'empathie. Et ça, tu disais que ça s'est révélé peut-être où tu l'as apprise en Malaisie, mais ça te vient d'où? Est-ce que tu es née avec? T'as toujours été comme ça? Ouais, je pense que oui. Je pense que je suis née avec ça. Ce que je disais il y a pas très longtemps à des amis, quand j'étais petite, moi le soir, je m'asseyais sur ma table de bureau au bord de ma fenêtre et j'essayais d'imiter les tourterelles. Ouais. Et j'ai passé des années à faire ça. Tu peux nous faire la tourterelle? Non, non, je suis trop timide. J'ai pas le micro, si tu veux. C'est bon. Et effectivement, le fait d'avoir un instinct, quand on est dans la jungle, concrètement, quand on est dans la jungle ou quand on se retrouve face à un guépard, on est obligé d'être effectivement d'être petit. On est obligé d'être en même temps très vif d'un point de vue analytique. C'est une question de survie. Et comprendre quelles sont les intentions qui sont en face. Et je me souviens, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais dans la jungle, quand on marche, à un moment donné, la forêt nous dit s'il y a un danger. C'est la forêt qui nous parle. Ça paraît un peu étonnant ce que je raconte. C'est quoi? Non, c'est des sons, c'est des sensations. Comment tu le ressens, effectivement, c'est des sensations. C'est certaines espèces qui vont s'arrêter, d'autres qui vont se mettre à crier, d'autres qui vont se mettre à partir, d'autres qui parce qu'il y a un bruit constant, il y a un brouhaha constamment. Ouais. Mais quand même les cigales, ce qu'on appelle les cicadas, s'arrêtent et que là on commence à voir, ok, les singes, tiens, ils commencent à partir. Les oiseaux aussi. C'est que ça va plus. Et là, il y a une sorte d'émotion latente, il y a une tension latente qui est là et qui se révèle. Et ce qui se répercute aussi, effectivement, quand tu croises un guépard, très vite, cette émotion-là, elle ressort s'il y a un danger, c'est l'émotion qui va ressortir chez toi. Et t'as beau réfléchir au plus vite que tu peux, c'est d'abord ton émotion qui va parler. Et c'est cette émotion-là qui me sert sur le chien aujourd'hui. Okay. Alors, comment l'expliquer mieux, je sais pas. Non, mais c'est super clair, en fait. C'est génial de savoir écouter ça, quoi. Enfin, de savoir l'entendre, l'écouter, et puis agir derrière, quoi. Ouais. C'est effectivement un gros plus, une chance, je pense. Il y a eu des moments, pour revenir à... Tu pourrais nous parler de la jungle pendant des heures. Il y a eu des moments où tu as eu vraiment peur pour ta vie, où tu t'es dit, je sais pas, face à un animal, ou sans être face à un animal. Ouais. Des moments de vrais dangers imminents. Ouais. Alors, il y a eu... J'aimais bien attraper les serpents dans la jungle. Ah, bah oui, aussi. Qu'est-ce que tu veux? Tant qu'à faire. Tu veux que je te dise effectivement, je me souviens d'une fois où, en fait, les serpents, pour le coup, dans la jungle, il faut aller vite et on attrape et puis on identifie qu'après. D'accord. Donc là, on a attrapé le serpent, je l'avais dans les mains, et là, en fait, on se rend compte que c'est un serpent où, effectivement, c'était l'Indonesian Pit Viper. En fait, s'il nous mord, en gros, il nous reste 1 heure, sauf qu'on est à 3 heures de marche de la voiture et à 4 heures de route d'un hôpital. Voilà. Enfin, donc ça rentre pas. Non, ça colle pas. Ça va pas. Donc là, effectivement, on se dit danger. Il y a ça, il y a effectivement ces moments où, comme je te disais, dans la jungle, où tout se tait, tout s'arrête, et là, on sait qu'on est une proie. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement... je sais pas si tu vois les petits pétards qui claquent, là. Ouais. C'était notre seule arme pour faire fuir. D'accord. Mais au final, ça suffit. Mais effectivement, on était 3. Tout d'un coup, tous ensemble, clac, on se collait. On se collait, on envoyait nos petits pétards. C'était le... Et puis il fallait juste prier, en fait. Il fallait juste prier. Une fois, il y a un éléphant qui nous a coincés. On s'est fait charger 2-3 fois par des éléphants aussi, On n'imagine pas que c'est des animaux dangereux, les éléphants, en fait. Ah bah si, surtout quand il y a des petits. Ouais. Et puis je crois que les éléphants d'Asie sont un peu plus agressifs que les éléphants d'Afrique. Plus petits, mais plus agressifs. Et quand on pénètre sur leur territoire, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout.
Ça, il y a eu aussi une fois où un guépard a... Ah oui, il y a eu 2 fois. Il y a eu un guépard un jour qui m'a... En fait, comme bonne touriste quand même que j'étais, hein, j'allais voir mon copain guépard avec qui je faisais la sieste tous les midis, et je me suis dit que j'allais prendre des belles photos aujourd'hui. Et en fait, je suis venue avec mon sac en bandoulière, et en fait, il y avait des fils, en fait, des petites lanières qui dépassaient de ce sac. Sauf que le guépard, c'est un gros chat. C'est un gros chat. Et il a voulu commencer effectivement à jouer avec les lanières. Le sac était accroché à moi. Et là, effectivement, j'ai eu un peu peur. Là, j'ai eu un peu peur parce que son but, c'était pas de me faire du mal, parce qu'il m'aimait bien. Mais effectivement, là, j'aurais pu avoir très, très chaud. Très, très chaud. Il y a eu ce coup-là. Il y a eu une fois aussi avec un léopard. Pareil, c'était mon copain léopard. C'était Rafiki. C'était vraiment tous les jours, j'allais m'occuper de lui. C'était vraiment ça reste un léopard, hein, donc il y avait quand même un grillage entre nous, mais avec des gros trous, donc s'il voulait passer, il pouvait passer. Hein. Et il m'a tellement apprécié, ce petit garçon, qu'il m'a pris pour sa femelle. Je sais pas si c'est flatteur ou pas. Je sais pas, j'ai pas voulu me poser la question. et en fait, du coup, il a voulu m'attraper, mais pour le coup, effectivement, avec ses griffes. Wow. Il a voulu m'attraper pour me ramener par ce trou, justement. Pour me ramener par ce trou pour faire connaissance. Faire connaissance. Voilà, c'est ça. Mais là, effectivement, au moment où il a envoyé la patte avec ses griffes, où en fait, effectivement, il voulait m'attraper le bras. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai eu un instinct. Là, pour le coup, j'ai eu un instinct réflexe très fort. Mais je lui ai mis un coup de poing. et du coup, il est resté tellement bête qu'il a arrêté. Mais ça a duré un quart de seconde. J'ai vu sa patte qui commençait à partir, et tout de suite, bam, un coup de poing, parce que c'était soit ça, soit je perdais mon bras. Ouais. Et ça a été donc ouais, ça m'a fait des petites frayeurs. Ouais. C'est ça, ouais. Et en reparlant de tous ces souvenirs-là, tu te sens comment là? Est-ce que tu revis la peur que tu avais eue? Est-ce que tu en rigoles aujourd'hui? Oui, j'en rigole. J'en rigole. Non, je me souviens effectivement de cette émotion de peur. Ouais. Mais c'est une peur tellement bénéfique, en fait. Enfin, voilà, effectivement, tout le monde ne peut pas raconter ça. Enfin, c'est sûr. donc c'est aussi une petite fierté. C'est aussi une petite fierté d'avoir fait ça. Ouais. Voilà. Et il y a eu une autre grosse peur, mais j'en ai plein, hein, en fait. En fait, je peux écrire un livre sur les peurs. C'est ça. Une autre grosse peur, c'est un jour où, effectivement, il y avait donc, je retourne en Asie, là. Hein. Je suis plus en Afrique, je suis en Asie. Ouais. Je retourne en Asie. On est resté coincé. Le 4x4 est tombé dans une espèce de mi-ravin. Et en fait, c'était un endroit où il y avait une dame qui s'était fait manger 2 semaines avant. Donc là, on sait qu'effectivement, il y avait vraiment un tigre mangeur d'hommes qui traîne là régulièrement. Et du coup, donc le 4x4 dans le fossé. Et on était coincés, complètement coincés. Et on n'avait plus ni à manger ni à boire. On est resté coincé un peu plus de 36 heures, je crois. On a dû se protéger comme on pouvait avec... il y avait une petite cabane pour ranger du pesticide. Donc plein de trous, hein, les sacs de pesticides. Et en fait, on a dû dormir dessus. Parce que c'est le seul endroit où il y avait 2 petites tôles. Ouais. Ce qui ne protège pas du tout contre un tigre, hein, une tôle. Hein, c'est une petite tôle. Et puis une grande porte qui... Voilà. Et effectivement, là, on était toujours réveillé, le moindre bruit, on réveillait tout le monde, enfin, et sans avoir ni d'eau ni de nourriture. Ça a été compliqué. Ouais. Surtout en Asie où il fait chaud, et l'eau, c'est important. On n'était pas bien. On n'était pas bien ce coup-là. J'ai bien compris qu'ici tu travailles seul. Je crois que tu travailles seul, hein. Ouais. Mais tu as collaboré, tu collabores avec des gens, même tes clients. Est-ce qu'il y a une compétence particulière ou une posture particulière que tu apprécies chez les gens que tu côtoies?
On parle vraiment des humains et pas des animaux. Oui. Ce que j'apprécie, c'est quand les gens sont humbles et me font confiance. Si on arrive en me disant non, moi je sais, non, il est comme ça, non, là je me braque. Je me braque assez vite. Okay. Ouais. Effectivement, j'aime quand les gens arrivent chez moi, ils sont humbles et ont besoin de... Et c'est un peu égoïste, égocentrique, ce que tu veux, mais j'aime quand on me dit ok, on te donne toutes les cartes. On te donne toutes les cartes. Fais ce que tu veux parce que là on est perdu. Et quand on vient avec trop d'a priori sur ce qu'est un chien, sur ce que doit faire un éducateur, là ça colle pas avec moi. Ça colle pas. Et ça, tu le vois tout de suite, j'imagine, si la personne n'est pas en confiance ou si... d'accord. Oui, ça se voit assez vite, hein, ça se voit assez vite. Puis quand bien même, je les remets un peu dans leur... je suis assez franche. Ah ouais. Je me surprends. C'est ça. Non, c'est vrai que je suis assez franche, donc voilà. Si on vient me voir et qu'on me paye pour résoudre un problème, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Concrètement, oui, et c'est déjà suffisamment complexe si en plus tu rajoutes c'est ça. Et si tu n'écoutes pas les conseils, moi à un moment donné je sais pas quoi faire parce que je sers à rien. Donc moi et qu'on me paye pour ne servir à rien, ça j'aime pas. Je comprends. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle? J'aurais aimé apprendre plus tôt à soigner de manière naturelle les animaux. Donc là, je suis en pleine formation là en ce moment. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que plus ça va, plus la surmédicamentation des animaux me déplaît quand même assez fortement. On a besoin, bien sûr, quand il y a des maladies, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de manière naturelle, complètement naturelle. Chose que je faisais déjà un peu pour moi en Ardèche, mais que j'ai jamais vraiment appliqué sur les animaux et que j'ai pas non plus trouvé les informations pour. Et là, ça commence à m'intéresser, ça commence à sortir, donc je commence à m'intéresser à tout ça. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être réglées de manière naturelle, qui sont intéressantes. Après, j'aurais bien aimé aussi être un peu mieux formée en psychologie humaine. Pour ton métier actuel, j'imagine. Pour mon métier actuel, ouais. C'est pas comme les tigres. Non. Tout à fait. Non, c'est sûr. Pas toujours. Comment tu fais pour te ressourcer? Parce que tu bosses, je sais pas si tu vis ici. Non, je pense pas. Si tu vis ici, d'accord. Si, je vis ici. Pas dans le bureau, hein. D'accord. Dans le petit lit, le petit panier là pour chien. Okay. Comment tu fais, pour t'es toujours sur ton lieu de travail quelque part? Ouais, j'y suis toujours et je travaille beaucoup. Te reposer, te ressourcer. Me reposer, je me repose pas beaucoup. Parce que, en plus, comme tu sais, ça fait 5 ans que je suis ici, 5 ans que je fais tout toute seule et que je monte tout toute seule. Donc 5 ans où je reconstruis. Donc, mes temps libres, je les passe à faire des travaux. Voilà. Donc, non. Les moments où vraiment je craque, parce que des fois, c'est beaucoup. J'ai beaucoup d'heures, que ce soit en travaux et en chien. Je fais énormément d'heures. Des fois je craque, donc ça m'arrive d'arrêter les travaux pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et j'ai mon cheval et j'ai mes chiens et je suis au milieu de la forêt en fait. Juste ça en fait, ça me suffit. Je m'arrête et je fais des câlins, je m'occupe de mes animaux à moi, je m'intègre dans la forêt, je prends le temps de m'intégrer dans la forêt et de la regarder. Juste ça en fait, ça me suffit. Juste ça me suffit. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu es ici dans une ancienne usine, c'est ça? Tu me disais? Oui, une ancienne scierie. Scierie, c'est ça? Ouais. Là, j'ai racheté une scierie qui était à l'abandon depuis au moins 20 ans. Et voilà, et du coup j'ai quand même 5 hectares de terrain, j'ai un hangar qui fait 2000 m² pour dresser les chiens, donc ce qui est intéressant parce que du coup on n'est pas sous la pluie. Et voilà, j'ai tout à faire à partir de là. Et d'ailleurs, quand j'ai acheté, ils savaient même pas qu'il restait une maison. Enfin, ah oui. Non. Mais il restait pas grand chose à la maison. Mais c'est chouette. Il y avait les murs extérieurs et la toiture qui était là. Et je suis partie de là. Tu as sans doute en tête
le nom d'une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui t'impressionne ou qui t'a impressionné dans ta vie professionnelle. Voilà, quelqu'un dont tu te dis waouh, quand je serai grande, je serai comme lui ou je serai comme elle. Ouais. On n'a pas besoin de savoir qui est cette personne. Si tu as envie de nous le dire, on prendra le nom, mais voilà. Ma question, c'est plutôt pourquoi cette personne t'impressionne ou t'a impressionné? Qu'est-ce qu'il ou elle faisait de différent? Alors, cette personne, après je peux dire le nom. Il s'appelle Marc. Il s'appelle Marc. Il m'a impressionné par son... le fait qu'il ait dédié toute sa vie à faire ça. Et il met toute sa vie, tout son corps, tout son esprit, tout son mental est vraiment lié à ce travail qui, effectivement, c'était sur les tigres. Chaque réflexion qu'il avait était très, très carré, très scientifique. C'est quelqu'un qui a rien et qui est capable, effectivement, de mourir de ça. C'était un peu mon modèle. C'était mon modèle. Il m'a appris l'humilité. Il m'a appris le fait de travailler jusqu'à jusqu'à se mettre en danger. Jusqu'à se mettre en danger. Il m'a appris à être forte. Il m'a appris à être dure. Il m'a appris aussi à écouter mes émotions. Il m'a appris à être humble, à me contenter de ce que j'ai et pas à vouloir plus, pas être matérialiste. Et effectivement, la chance que j'ai eue, c'est pendant un an, donc je vous disais, on était 3, donc il y avait lui, moi et puis un guide local. Donc pendant un an, concrètement, j'ai vécu qu'avec ces 2 personnes-là. Et je pense que c'est eux qui ont forgé qui je suis aujourd'hui. Et beaucoup de gens, effectivement, aujourd'hui, tout le monde me dit « Ah, mais t'es une femme, tout ce que tu fais, c'est hallucinant. » Effectivement, le week-end, je suis sur ma pelleteuse, je la maçonnerie, des choses comme ça. Mais c'est eux qui m'ont appris le goût du travail, en fait. Et le fait de m'y jeter corps et âme. Et ça, je ne les remercierai jamais assez, parce que concrètement, avant ça... Je pense qu'on peut dire que j'étais peut-être pas feignante, mais c'est un travail. Et là, mon travail, c'est ma vie. Ce qui parfois, effectivement, on peut dire c'est trop, c'est machin, mais c'est ce qui m'amène à faire ce que j'aime aujourd'hui, c'est vivre de ma passion. Et sans lui, je n'aurais pas pu, en fait, sans avoir eu ces valeurs-là. Je vis de ma passion et je suis heureuse de vivre à cette façon-là. Je suis heureuse d'être un peu une anarchiste du système, concrètement, parce que je suis pas une anarchiste, mais je vis de manière anarchique quand même. Je vis en dehors des codes. Ouais. Mais c'est une fierté. C'est une fierté. C'est plus qu'une fierté. Ouais. Il t'arrive peut-être de conseiller des jeunes gens qui entrent sur le marché du travail, qui veulent faire ton métier ou pas d'ailleurs. Je crois que l'autre jour, tu recevais une jeune stagiaire de 3e. Alors c'est peut-être un peu jeune, 3e. Un peu jeune, 3e. En tout cas, si tu devais aujourd'hui donner un seul conseil à une personne qui s'apprête à rentrer dans la vie active, comme on dit, qu'est-ce que tu lui dirais? Dans ce métier-là? Non, dans n'importe quel métier. De pas rentrer dans le moule de ce qui se passe aujourd'hui, j'ai besoin de VRTT, j'ai besoin de compter mes heures, je fais mon travail, je rentre. Non, vraiment apprécie. Fais un travail que t'aimes. Ne fais pas un travail parce que t'as de l'argent. Fais un travail qui te passionne et qui te rende vivante. Qui t'ait l'impression que tu te rendes vivante. Surtout ça. C'est surtout ça. J'allais dire, tu as la chance, c'est pas vrai, cette chance, tu l'as provoquée de vivre de ta passion, comme tu disais, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a peu de gens qui ont le bonheur de connaître ça. Du coup, comment on fait pour se rapprocher de ça? Est-ce qu'il faut tenter plein de trucs? Est-ce qu'il faut... Non, je pense que les freins qui empêchent quelqu'un de faire ça, c'est la peur. C'est la peur. Les gens ont peur de tout et de rien. Les gens ont peur de se lancer. Les gens ont peur de croire en leurs rêves. Les gens ont peur. Mais en fait, au pire, c'est vrai que vu que j'ai côtoyé des situations un peu compliquées, la seule question
qui est à se poser quand on veut se lancer, quand on a une idée, c'est bon, si ça marche pas, est-ce que je vais en mourir? Bah non, en fait. On est quand même dans un pays où même si c'est ce que c'est, mais au moins il y a des aides, et on meurt pas de quelque chose et on peut toujours se retourner et trouver un autre travail ou quelque chose. Mais si j'essaye pas, est-ce que je vais en mourir si ça marche pas? Non. Donc voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais je pense que c'est la peur qui freine tout le monde pour faire ça. Peur de pas avoir assez d'argent, peur de plein de choses. Après, effectivement, je comprends les gens qui ont une famille à charge, des choses comme ça. Effectivement, là, c'est pas mon cas. Mais au moment où tu te lances dans ta vie active et que t'es pas lié comme ça à ce genre de choses, ose en fait. Ose. Ça n'a rien d'avoir peur. Même si c'est une idée complètement saugrenue, vas-y, essaye. Tu perds rien. Tu as beaucoup parlé de soft skills, on n'a pas dit le mot, mais de compétences comportementales, tu as parlé d'empathie, tu as parlé de plein de choses. De courage, tu l'as pas dit, mais c'est une forme de courage, tout ce que tu as décrit là. Il n'y a pas de définition de ce terme-là, compétences comportementales. En tout cas, il n'y en a pas vraiment d'arrêté. Nous, on a la nôtre, mais on aime bien demander à nos invités comment ils définiraient ça. Toute cette catégorie de compétences, parce que ce sont des compétences, comment tu les décrirais? Moi, je te dirais juste être une personnalité. En fait. Ouais. Très bien, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel? Pour la suite de mon parcours professionnel, tu peux me souhaiter de faire en sorte que ce centre marche et que je puisse embaucher quelqu'un et tout ça. Ça, c'est sur le moyen terme. Sur le long terme, tu peux me souhaiter que tout ça me permette de repartir en Afrique et monter mon propre lodge. D'accord. Ouais, ça c'est un but que je veux atteindre. Mais voilà, ça 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. C'est une trame de vie, c'est un objectif de vie que j'ai. Après, si c'est un petit peu différent, si c'est pas ça, si c'est pas grave, mais j'ai besoin d'objectifs pour avancer. Et voilà, je veux évoluer ici le plus vite possible. Et puis on verra là où ça va m'amener. Mais je garde cette idée en tête. Et puis, je veux tendre vers. Et puis voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas évoquées, que tu aurais envie d'ajouter là? Hormis le fait que j'ai été homme d'attaque. Que tu as été, pardon, j'ai pas entendu. Homme d'attaque. Homme d'attaque? Oui. Je sais pas, j'avais pas compris. Quand je me suis lancée. Homme qui me gênait. Bizarre ça. Ce qu'on appelle homme assistant aujourd'hui. En fait, quand je me suis lancée dans le chien, j'ai été formée au mordant sportif. Ah. Voilà, j'étais formée au mordant sportif, donc effectivement, je travaillais, je mettais le costume. Oui, je vois, d'accord. Voilà, je mettais le costume et ça me plaisait beaucoup. Ouais. C'est assez dur, hein, physiquement. C'est assez dur physiquement. Et je pense que j'en serais plus capable aujourd'hui. Mais c'était super intéressant. C'était très intéressant parce que c'est apprendre avec joie au chien effectivement à mordre, mais le lien entre l'homme d'attaque et le chien il est très fort et très sympa en fait, et ça m'a appris plein de choses sur le chien, sur la technique, sur développer effectivement l'instinct de défense chez certains chiens, et ça je le faisais sous le couvert d'un club dans le sud, et j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante. D'accord. Ouais. Et donc quand on lève le costume, le chien il sait que c'est fini, quoi. Même avec le costume, tu peux lui faire un câlin. C'est incroyable. Ouais. Le chien il sait à tel moment il faut que je fasse tel travail. Le travail il est fini, on peut faire un câlin à l'homme d'attaque, même en ayant le costume. D'accord. Okay. Donc ça reste du jeu. Ouais. Il faut que ça reste du jeu. C'est pas toujours le cas, mais dans l'équipe dans laquelle j'étais, c'était du jeu. Et c'était vraiment intéressant. Et là c'est vraiment du dressage. C'est du dressage pur. Ouais. Ok. Voilà, en gros, c'est juste ça. Je me suis dit, j'avais envie d'en parler. Il y a d'autres trucs dans ton chapeau là. J'ai été funambule aussi. Puis Non, ça j'ai pas dit. Non, j'ai été esthéticienne.
Ah oui. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? T'en ouvres un nouvel épisode. C'était une erreur de parcours. D'accord. Sortie du lycée, justement bien conditionnée, être une jolie fifi. Du coup, je me suis lancée dans l'esthétique parce que je voulais faire du dessin sur corps. Ah, Et on ok. m'a envoyé là-dedans, c'était pas du tout ça. Alors je me suis retrouvée à épiler des maillots, c'était D'accord. Ouais, Ça tu m'a as vu, pas- c'était pas ton truc, peut-être. Non, c'était pas mon truc. Je respecte tout à fait ce métier, Ouais. mais c'était absolument C'était pas pas pour ce toi. qu'il me fallait. Non. Ok. Voilà. Un dernier truc, là. Des choses qu'on ne saurait pas. Non, je crois que Non, ça va à peu c'est près. bon. Ouais, ça va aller. Bon, écoute, un grand merci. Bah, d'avoir de rien, partagé ton avec histoire. plaisir. Ça faisait un moment que je voulais l'entendre. Ouais. Merci, Oriane. De rien. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.